Patricia Van Schulenberg définit le braconnage comme étant l'acte d'enfreindre les règlements concernant la défense d'abattre des espèces protégées, de chasser ou de pêcher en dehors de certaines périodes, sur de domaines privés ou réservés, ou encore avec des moyens non autorisés. Bref, braconner consiste donc à chasser ou à pêcher sans autorisation ou sans respecter le loi. Le braconnage constitue l'une des plus grandes causes de la perte de la biodiversité. Par ailleurs, le braconnage représente la deuxième plus grande menace pour les espèces après la destruction des habitats naturels. Le deuxième concept qui nous intéresse dans le cadre de cet exposé, c'est le concept zone de conflit. Ces concepts comportent des termes très importants qui, après analyse, nous permettra de mieux cerner ces concepts. Le premier terme, c'est le terme zone. Le terme zone est un substantif qui désigne un espace soumis à un régime juridique qui lui est propre. Quant au terme conflit, il s'emploie de manière très variée selon les situations dans lesquelles il intervient. Et pour Charles-Philippe David, le conflit est une opposition d'intérêts qui ne mène pas nécessairement à l'affrontement armé. Mais exacerbé, il peut évoluer vers une forme un peu plus violente. C'est techniquement à partir de ces moments que le conflit devient armé. Quant au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il définit le terme conflit comme étant le recours à la force armée entre des États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. En somme, ce que nous devons retenir, c'est qu'une zone de conflit est une zone située à 50 km ou moins d'un lieu où plusieurs incidents de conflit ont eu lieu au cours d'une année donnée à l'intérieur de frontières d'un État. Nous passons maintenant au deuxième point de cette deuxième partie consacrée aux faits saillants sur le braconnage dans les zones de conflit. Comme nous l'avions dit, nous allons nous atteler à examiner le fait saillant du braconnage dans les zones de conflit dans deux sous-régions du continent africain, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Ce que nous devons savoir, c'est qu'en Afrique centrale, les risques d'éclatement des conflits s'est matérialisé au cours des années par des conflits violents, dont certains perdurent encore aujourd'hui. Ces conflits, comme nous l'avions dit plus haut, ces conflits favorisent les pratiques dévastatrices telles que la destruction de l'habitat naturel, la pollution, encore la surexploitation de ressources naturelles, notamment par le braconnage. Selon un rapport de l'ONG Trafic, le braconnage est répandu dans toute la région de l'Afrique centrale et ses principaux auteurs sont des groupes armés non étatiques et des acteurs étatiques. Ces rapports soulignent en outre que les groupes armés exercent une pression énorme sur les espèces sauvages et les grands mammifères, notamment les éléphants dans les aires protégées d'Afrique. Notamment dans les aires protégées d'Afrique. À ce niveau, nous allons nous atteler à examiner les faits saillants sur le braconnage dans les zones de conflit dans deux pays de la région Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Ce que nous devons savoir, c'est que de la République démocratique du Congo, c'est que la République démocratique du Congo est située au carrefour central du continent africain. Or, la République démocratique du Congo est également connue pour son extraordinaire biodiversité. Cependant, ces pays de l'Afrique centrale est confronté à des conflits permanents, notamment les conflits qui sévissent en ce moment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous couvert du M23. Et ces conflits ont commencé depuis les années 1994 avec la première guerre du Congo. La première guerre du Congo qui a duré, qui est allée de 1994 à 19, de 1996 à 1997. Et à l'époque de cette première guerre du Congo, dans les régions où s'est déroulé les combats, les troupes belligérantes se sont livrées régulièrement à la chasse des grands mammifères pour se nourrir. Cette pratique a eu des effets désastreux sur les populations d'animaux sauvages. Les grandes espèces dont le rythme de reproduction est lent ont été particulièrement vulnérables et les premières à disparaître.
Depuis la décennie 1990, une autre étude démontre que depuis la décennie 1990, les rebelles ougandais de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, ont envahi le parc national de la Garamba. Aujourd'hui, l'Institut congolais pour la conservation de la nature établit que ce parc a perdu plus de 65% de ses espèces animales. Une autre étude, une dernière étude, estime que dans la réserve de faune à Okapi, des rebelles, des résultats des inventaires de la grande faune entre 1995 et 2006 montraient que les effectifs d'éléphants de la RFO, la réserve de faune à Okapi, avaient diminué de plus de 48% à la suite de l'intense braconnage armé durant la guerre. Cette tendance s'est confirmée par la comparaison des chiffres de 2007 et de 2011, où une nouvelle diminution de 43% a été estimée. Actuellement, le parc le plus vieux d'Afrique, le parc national de Virunga, est menacé par la résurgence des rebelles du M23 qui l'occupent et pratiquent le braconnage et la déforestation par les activités agricoles et la fabrication du charbon de bois. Ainsi, nous avons fait l'état des lieux et donné une idée, un tout petit peu une idée précise sur l'état du braconnage dans les zones de conflit en République démocratique du Congo. Nous passons maintenant dans un autre pays de la sous-région Afrique centrale, en lieu place de la République centrafricaine. Depuis, ce que nous devons noter, c'est que la République centrafricaine a connu son indépendance en 1960. Mais ces pays, la République centrafricaine est marquée par des transitions politiques très violentes. Euh, Ces pays a connu notamment deux coups d'État. Le premier coup d'État a eu lieu de 2002 et 2007 et le deuxième coup d'État a eu lieu en 2013. Ce que nous devons noter, c'est que lors de ces divers conflits, lors des affrontements qui ont eu lieu, notamment au premier coup d'État de 2003 et de 2007, les ONG ont dénoncé l'exploitation illégale des ressources naturelles par les groupes armés centrafricains et étrangers dans les zones protégées et la responsabilité des éleveurs transhumains dans les trafics illégaux transfrontaliers de ressources naturelles. En 2007, lors de ces coups d'État en 2007, pas moins de 2000 éléphants, selon une étude, ont été abattus par des milices soudanaises entrées en Centrafrique. Ainsi, nous avons fini avec le fait saillant sur le braconnage dans les zones de conflit dans la région Afrique centrale. Nous passons maintenant sur le fait saillant sur le braconnage dans les zones de conflit en Afrique australe. Ce que nous devons savoir, c'est que l'Afrique australe est également très riche en biodiversité, mais cependant, cette sous-région de l'Afrique centrale est également connue pour ces divers conflits qui le rongent. Nous citerons notamment les conflits qui ont eu lieu en Afrique du Sud en 1966 et 1988, des conflits qui ont eu lieu en Zambie en 1996, en 2006, en 2016, puis en 2020, mais également des conflits qui ont eu lieu au Mozambique en 1977 et 1992 et des 19 et de 2013 et de 2016. Une étude démontre que pendant la guerre civile au Mozambique qui a duré près de 15 ans, c'est-à-dire entre 1977 et 1992, le parc national de la Gorongosa a perdu plus de 90% de ses animaux. Les buffles africains sont passés d'une population de 14 000 individus à 100 espèces, les hippopotames de 3 500 à 100 espèces. Par ailleurs, la population des éléphants est descendue d'une population de 2000 individus à 200 espèces, car leur chair servait à nourrir le soldat et l'ivoire était vendu pour financer l'achat d'armes, de munitions et des fournitures. Ainsi, nous avons fini la deuxième partie de notre exposé
qui nous a donné une idée sur l'état du fléau du braconnage dans les zones des conflits en Afrique. Nous passons maintenant au braconnage dans les zones des conflits en droit international. Cette partie est consacrée à l'examen du fléau du braconnage dans les zones des conflits en droit international. Et à ce niveau, nous estimons qu'un encadrement du braconnage dans les zones de conflit par le recours au droit international semble être la meilleure option. Voilà pourquoi, pour examiner cette partie, nous avons recouru à l'examen du braconnage dans les zones de conflit en droit international humanitaire et le braconnage dans les zones de conflit en droit de l'environnement. La première partie, le premier point de cette partie est consacré au braconnage dans les zones de conflit en droit international humanitaire. Et dans le cadre de cette partie, nous examinerons les différents instruments du DIH, notamment la Convention de Genève de 1949, le protocole additionnel premier aux conventions de Genève, la Convention UNMUD sur l'interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, mais également d'autres instruments qui se rapportent à des conflits armés, notamment les directives du CIR sur le manuel d'instruction militaire, mais aussi les statuts de Rome de la Cour pénale internationale. Nous commençons avec la convention ou les conventions de Genève du 12 août 1949. Ce que nous devons noter, c'est que d'emblée, c'est qu'aucune disposition parmi les 4 conventions de Genève n'accorde une protection explicite à l'environnement. Cependant, on y trouve des règles accordant une protection implicite à l'environnement dans le but premier de protéger les populations civiles et les combattants. L'article 53 de la 4e convention de Genève relative à la protection de personnes civiles en temps de guerre dispose qu'il est interdit à la puissance occupante de détruire de biens mobiliers ou immobiliers. Et nous soulignons très bien le bien mobilier ou immobilier. Malheureusement, comme nous l'avions dit, aucune disposition parmi les 4 conventions de Genève ne saurait protéger, dans le cadre de notre recherche, l'environnement dans les zones, dans l'environnement en général et la faune sauvage africaine, en particulier en période ou dans les zones des conflits. Voilà pourquoi nous analysons un autre instrument du DIH en lieu et place de la Convention UNMO, la Convention sur l'interdiction des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou à toute autre fin hostile. Cette convention a pour objectif de proscrire des techniques qui provoqueraient délibérément des changements à l'environnement à des fins militaires ou hostiles au progrès humain. Elle vise donc à réglementer les effets de la guerre sur l'environnement, mais interdit plutôt la guerre géophysique, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'environnement comme une arme de guerre. Le premier article de cette convention définit la portée générale de la convention et elle dispose que chaque État partie à la présente convention s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toute autre fin hostile des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie. Malheureusement, comme les conventions de Genève, cette convention ne saurait protéger efficacement l'environnement ou la faune sauvage dans les zones des conflits, du fait d'une part de son champ d'application qui est restreint, notamment par son manque d'universalisme, puisque n'ayant été ratifié que par 78 États, et la majorité des États la majorité des États ou de puissances qui sont souvent en guerre ne l'ont pas ratifié. C'est notamment le cas de l'Israël ou encore de la Corée du Nord. Mais cependant, nous devons noter que les grandes puissances militaires telles que la Russie ou les Royaumes-Unis, les États-Unis et la Chine sont présentes à cette convention. L'autre instrument du DIH, c'est le protocole additionnel premier aux conventions de Genève, le protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux de 1977. Le protocole additionnel envisage pour la toute première fois en DIH une protection de l'environnement
dans son acception écocentrique. Ces protocoles additionnels premiers comprennent non pas une, mais des dispositions complémentaires qui protègent l'environnement, notamment l'article 35, paragraphe 3 et l'article 55B du protocole 1. Ce que nous devons savoir, c'est que la première disposition protège l'environnement en tant que tel, indépendamment de son utilité pour l'homme, et la seconde met en évidence une approche anthropocentrique classique. Les articles précités, ce que nous devons savoir, c'est que les articles précités offrent à l'environnement une protection large en temps de conflit armé, mais néanmoins, ces champs d'application audacieux voient sa portée amoindrie en raison des incertitudes qui l'entourent, car à l'instar de la Convention Helmut, la protection de l'environnement consacrée par le protocole 1 s'applique exclusivement aux conflits armés internationaux. Le protocole 2 relatif aux conflits armés non internationaux ne comporte aucune disposition en lien avec la protection de l'environnement. Hormis les différentes conventions et protocoles du DIH, nous avons également d'autres instruments en rapport avec la protection de l'environnement en période de conflit. C'est notamment les directives du Comité international de la Croix-Rouge pour le manuel d'instruction militaire. Ces directives sont un simple outil destiné à faciliter l'instruction et la formation de forces armées dans un domaine négligé du DH, la protection de l'environnement. Elles ne forment ni plus ni moins qu'un résumé des règles internationales actuellement applicables que les membres de forces armées doivent connaître et respecter. Enfin, nous voyons les statuts de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Les statuts de Rome, comme nous le savons, permettent de poursuivre des individus ayant causé de dommages étendus, durables, graves à l'environnement lors d'un conflit armé. Conformément à son article 8.db, qui consacre le crime de guerre, cet article criminalise les atteintes contre l'environnement tout en reprenant la terminologie employée par le protocole premier et la convention Helmut. Les dommages à l'environnement devant être étendus, durables et graves. De la même façon que ces instruments du DIA, cette disposition du statut de Rome est entourée des limites. Car à l'instar du protocole premier et de la convention Helmut, l'article 8.2b du statut de Rome est limité aux conflits armés internationaux, ceci confirmant la faible protection accordée à l'environnement en temps de conflits armés non internationaux. Puis, tout comme le protocole premier, les critères d'étendue, de durabilité, de gravité sont cumulatifs et les statuts de Rome fixent un seuil de dommages prohibés élevé. Encore une fois, ces critères ne sont pas définis. Les statuts restent toutefois muets sur la signification qui pourrait être donnée à ces termes. Ce que nous devons conclure, c'est que l'étude de la protection de l'environnement en période de conflit assurée par les DIH aboutit à un simple constat. La protection directe y est insuffisante car soumise à des conditions exigeantes. Par ailleurs, cette protection fait l'objet de nombreuses difficultés d'interprétation et exclut de son champ d'application des conflits armés non internationaux. Pourtant, ceux-ci sont le plus nombreux. Nous passons maintenant à la protection de la faune sauvage contre le braconnage dans les zones de conflit en droit de l'environnement. Ce que nous devons savoir à ce niveau, c'est que l'essentiel des normes qui composent le droit de l'environnement sont des normes, sont des instruments qui sont rédigés pour les périodes de paix et non pour les périodes de guerre. Traditionnellement, le droit de la paix et le droit de la guerre étaient opposés en ce qu'ils visent à régir des situations contraires. Cependant, cette affirmation semble totalement dépassée aujourd'hui. Alors, dans le cadre de cette partie, cette quatrième partie de notre exposé, nous allons plus examiner les différents instruments universels en lien avec la protection de l'environnement, de la faune sauvage dans les zones des conflits.
euh, et la jurisprudence internationale. Nous verrons également des instruments régionaux africains en rapport avec la protection de la faune sauvage dans les zones des conflits. Et enfin, nous verrons des instruments internes congolais en rapport avec la protection de la faune sauvage contre le braconnage dans les zones des conflits. Nous commençons en premier lieu par les instruments universels et la jurisprudence internationale en lien avec la protection de la faune en période de conflit. Pour une meilleure compréhension de ce point, nous avons opté de les subdiviser en deux sous-points, notamment les instruments contraignants, présents et futurs de protection de la faune en période de conflit, les instruments non contraignants, le soft law en rapport avec la protection de l'environnement, et enfin, nous verrons la jurisprudence internationale sur la protection de l'environnement. En ce qui concerne les instruments juridiques contraignants, présents et futurs, nous avons examiné et analysé un certain nombre d'instruments contraignants, présents et futurs en rapport avec la protection de la faune sauvage, notamment la Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel ou naturel, la Convention de Paris, adoptée à Paris le 16 novembre 1972 sous les auspices de l'UNESCO. Cette convention est entrée en vigueur le 17 décembre 1975. Elle rassemble actuellement 164 États parties, parmi lesquels 42 États africains. En vertu de l'article 11, paragraphe 4 de cette convention, le Comité du patrimoine mondial tient à jour une liste du patrimoine mondial en péril, incluant de suite dont la sauvegarde nécessite des grands travaux, et parmi lesquels une assistance est prévue et qui sont menacés des dangers graves et précis. Et parmi les dangers graves et précis figure un conflit venant ou menaçant d'éclater. Le deuxième instrument du droit international, le deuxième instrument contraignant en rapport avec la protection de la faune, c'est la Convention sur la diversité biologique, la CDB. La CDB est un traité international juridiquement contraignant des Nations Unies ouvert à la signature des États le 5 juin 1992 lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et les développements, souvent appelé le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro. Dans ces traités, la protection des espèces et de certains écosystèmes y est reconnue. Contrairement à la plupart des traités sur la protection des espèces, la CDB se concentre davantage sur la protection des espèces dans l'intérêt de la conservation de la vie sauvage et des écosystèmes. Malheureusement, cette convention ne comporte pas une disposition en rapport avec la protection de la faune dans les zones des conflits. Cependant, le préambule de cette convention insiste sur le fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique renforcent les relations amicales entre États et contribueront à la paix de l'humanité. Le principe 24 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement adopté au deuxième sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au cours duquel la CDB avait été ouverte à la signature de parties, ces principes soulignent que la guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement selon que de besoins. À son tour, le principe 25 de cette déclaration de Rio insiste sur l'interdépendance et l'indissociabilité de la paix, du développement, de la protection de l'environnement. Le concept, ce que nous pouvons noter, c'est que le concepteur de la CDB, traité encadrant globalement les questions sur la protection de la biodiversité, aurait dû saisir ce momentum pour promouvoir la protection de la biodiversité en temps de guerre. Par ailleurs, nous voyons également la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, la CITE. À ce niveau, ce que nous devons noter, c'est que la communauté internationale a émis la volonté de lutter contre le braconnage et le commerce illégal ou le commerce illicite des espèces sauvages dans les années 70. À cet effet, il a été signé à Washington le 3 mars 1973, la CITE ou la Convention de Washington, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. L'objectif de cette convention est de surveiller
et de réglementer le commerce international des spécimens des espèces de faune et de la flore. Par ailleurs, elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des animaux et des plantes sauvages s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable sans menacer la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Bref, la CITE répertorie les espèces en trois axes selon les degrés de protection qu'elles nécessitent. Des restrictions commerciales plus ou moins importantes sont appliquées à ces espèces. Dans ces annexes 1 et 3, sont actualisées tous les 2 ans lors de la COP à la CITE. Malheureusement, ce que nous devons noter à ce niveau, c'est qu'aucune disposition de la CITE ne prévoit expressément son application dans le contexte d'un conflit armé. Enfin, nous verrons à ces niveaux, en ce qui concerne les instruments contraignants, le projet de la CDI, la Commission de droit international relatif à l'application des traités en cas de conflit armé. En 2011, pardon, la CDI a adopté un projet d'article sur les effets des conflits armés sur les traités. La présomption d'applicabilité des traités environnementaux a été confirmée et renforcée par ces projets. Il résulte des articles 3 et 7 et de l'annexe qu'en raison de leur matière, plusieurs catégories de traités relatifs à la protection de l'environnement continuent de s'appliquer en temps de conflits armés. Cette théorie a été soutenue par un certain nombre d'auteurs. Il précise que la raison fondamentale du maintien en vigueur des traités environnementaux en temps de conflit armé découle de l'impossibilité de diviser cette convention multilatérale en relations bilatérales. Cette convention, cette doctrine rattache donc les traités multilatéraux de protection de l'environnement à une catégorie des traités dites indivisibles. Ils ne peuvent donc par conséquent être conçus comme une superposition des traités bilatéraux et leur suspension entre certains États parties nuirait à la réalisation de l'objet du traité. À titre illustratif, la CITE, qui interdit le commerce des espèces végétales et animales protégées et présente un intérêt considérable pour prohiber les braconnages dans les zones de conflit, et s'exerce dans un contexte de guerre. Nous passons maintenant aux instruments juridiques non contraignants ou les soft laws sur la protection de l'environnement. Et à ce niveau, nous avons répertorié un certain nombre d'instruments juridiques non contraignants en rapport avec la protection de la faune sauvage en général, notamment la déclaration de Rio de 1992. Cette déclaration a été adoptée à Rio 20 ans après la déclaration de Stockholm de 1972. Cette déclaration insiste sur l'interdépendance de la planète. Elle reconnaît les effets négatifs de la guerre sur l'environnement, comme nous l'avions dit en son principe 24, et suggère aux États de respecter l'environnement pour l'intérêt commun, mais surtout pour les générations à venir. Hormis cela, nous avons également le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. En premier lieu, ce plan est un cadre d'action visant à sauvegarder la diversité biologique et les avantages qu'elle fournit aux populations du monde. Elle comprend en tout 20 objectifs ambitieux mais réalisables, appelés objectifs d'Aichi. Mais cependant, après analyse de chaque objectif, nous avons constaté que les objectifs 12 et 17 ont des traits avec la protection de la faune sauvage. Mais malheureusement, ces principes ou ces plans ne prévoient aucune disposition en lien avec la protection de la faune contre le braconnage dans les zones des conflits. Le tout dernier instrument juridique non contraignant que nous avons analysé, c'est les objectifs de développement durable, adoptés par les Nations Unies le 25 septembre 2015. Ces
ces objectifs des développements durables sont au nombre des 17. On parle des 17 objectifs des développements durables déclinés en 169 cibles à atteindre en 15 ans, donc entre 2015 et 2030. Parmi ces ODD, les ODD 14 et les ODD 15 entretiennent des liens avec le braconnage. L'ODD 14, intitulé Vie sur Terre, vie aquatique, pardon, incite les États à conserver et à utiliser durablement les océans, le mer, les ressources marines pour le développement durable. Et l'ODD 15, intitulé Vie sur Terre, incite les États à protéger, à restaurer et à promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts et lutte contre la désertification et stoppe et inverse la dégradation des terres et la perte de la biodiversité. Cependant, après analyse, nous avons constaté qu'aucun des 17 objectifs de développement durable n'est fait expressément mention d'une protection de la faune dans les zones des conflits. Enfin, nous passons à la jurisprudence internationale en ce qui concerne la protection de la faune dans les zones des conflits. À ce niveau, nous notons que depuis quelques années, la Cour internationale de justice reconnaît que le respect de principes généraux de droit de la guerre par le belligérant se mesure entre autres par rapport au degré du respect de l'environnement. L'invocation de conventions environnementales par le belligérant est de plus en plus courante. La RDC avait par exemple en 1996 dénoncé les nombreuses violations du droit international commises par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi du fait de la chasse, de la commercialisation des espèces animales protégées ou encore du déboisement de son parc national de Virunga, alors qu'il contrôlait une partie du territoire congolais. La RDC avait alors invoqué la violation de plusieurs traités environnementaux tels que la Convention africaine sur la diversité, sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, la Convention de Maputo et notamment la CITE, la Convention CITE et l'accord international sur le bois tropicaux. En 2000, la RDC avait notamment saisi la CIJ en indication de mesures conservatoires qui lui ont été accordées. Et c'est dans le souci de souligner l'importance de l'environnement que l'interdiction du pillage avait été développée dans l'arrêt de la CIJ du 19 décembre 2005 sur l'affaire des activités armées sur le territoire congolais RDC-Ouganda. Dans cet arrêt de 2005, la CIJ avait notamment reconnu l'interdiction du pillage afin d'engager la responsabilité de l'Ouganda pour certaines dégradations de l'environnement naturel survenues en RDC. La Cour avait donc, lors d'un arrêt rendu en 2020, en 2022, notamment le 9 février 2022, décidé d'adjuger une indemnisation pour le dommage, pour des types de dommages dans le cadre d'une somme globale allouée pour l'ensemble des dommages afférents aux ressources naturelles. Bref, l'arrêt sur l'affaire RDC-Ouganda surélevé d'une importance capitale pour notre recherche car le braconnage y est reconnu mieux. Le dommage aux ressources naturelles et une réparation avaient été alloués à la République démocratique du Congo, reconnaissant ainsi le braconnage dans les zones des conflits comme étant une atteinte au droit international. Nous passons maintenant aux instruments régionaux africains en lien avec la protection de l'environnement dans les zones des conflits. Ce que nous devons noter, c'est que l'Afrique, comme nous l'avions dit, l'Afrique qui est très riche en biodiversité, avait entamé de processus pour protéger
son extraordinaire biodiversité. Et c'est au long de ces processus qu'avait été adoptée d'abord en 1968 la Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles à Alger, la Convention d'Alger, qui plus tard sera révisée en 2003 et on adoptera la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, dite Convention de Maputo. Cette convention, en effet, cette convention comporte en son terme une disposition qui protège l'environnement en général dans les zones de conflit. Il s'agit de l'article 15 de cette convention. Cet article, intitulé les activités militaires et les conflits armés, dispose que les parties prennent toutes les mesures pratiques requises pendant la période des conflits armés pour protéger l'environnement contre tout effet néfaste, s'abstiennent d'employer ou de menacer d'employer des méthodes ou de moyens de combat visant ou de nature à causer une détérioration systématique de longue durée ou grave de l'environnement, et font en sorte que de telles méthodes et moyens de combat ne soient pas développés, produits et ne fassent pas l'objet d'essais ou de transferts, s'abstiennent de recourir à la destruction, à la modification de l'environnement en tant que moyen de combat ou représailles, et s'engagent à restaurer et à réhabiliter les zones détériorées au cours des conflits armés. Quand nous analysons le contenu de cet article, de la Convention de Maputo, nous constatons que cette convention se distingue particulièrement du protocole premier qui proscrit les développements et la production des essais et les transferts de ces méthodes ou moyens de combat. Concernant la coopération entre les États en matière de protection de l'environnement au cours des conflits armés, elle est consacrée par la Convention de Maputo comme la Convention ENMOUD en ses articles 3.2, 4 et 5. En dépit des différences dans la formulation avec la Convention ENMOUD, la Convention de Maputo et s'inscrit dans la continuité du DIH applicable en matière de protection de l'environnement, postulant ainsi la recherche d'une certaine sécurité juridique par ses rédacteurs. Au-delà de cette continuité, le régime africain se démarque de tout grâce à une certaine innovation qui se trouve dans la Convention de Maputo. En effet, la Convention de Maputo va plus loin que le protocole 1 aux conventions de Genève et la convention ENMOUD, dans le sens que la convention de Maputo, elle s'applique aux conflits. Donc, la convention de Maputo s'applique aux conflits armés internationaux et aux conflits armés internationaux. C'est en effet le libellé de la convention de Maputo utilise plus l'expression générale conflits armés au lieu de préciser son caractère international ou non. Au terme de son article premier, cette convention s'applique à tous les conflits se trouvant à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de tout État partie et aux activités entreprises sous la juridiction ou les contrôles de tout État partie, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale. De ces faits, un conflit armé se déroulant à l'intérieur d'un État partie entre dans les champs d'application de la Convention de Maputo. De même, l'implication d'un État partie dans un conflit armé ayant lieu en dehors de ses limites nationales est prise en compte dans le cadre de la Convention de Maputo. Hormis la Convention de Maputo, il y a également un certain nombre d'instruments régionaux et sous-régionaux africains de protection de la faune. Il en est ainsi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cet agenda expose la vision de l'Union africaine et met en évidence la volonté de l'Afrique de mettre un terme aux conflits armés, de promouvoir le développement durable lui permettant d'assurer son propre développement avec une gestion durable et à long terme de ses ressources naturelles, notamment de la faune sauvage. Cependant, après analyse, nous avons constaté qu'aucune aspiration de cet agenda ne traite expressément du braconnage dans les zones des conflits et cependant, une certaine nuance peut être soulevée du fait que
cet agenda dit qu'il faudrait limiter, il faudrait réduire les conflits armés. Et la réduction des conflits armés suppose en effet la réduction notamment de la surexploitation de ressources naturelles, notamment la réduction du braconnage, ce qui aurait pour conséquence de réduire notamment le braconnage qui s'effectue dans les zones des conflits. Hormis l'agenda 2030, il y a également la stratégie de mise en application de la loi anti-braconnage de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, de 2016-2021. La genèse de cette stratégie remonte à la tenue de l'atelier consultatif régional de la SADC, qui s'est tenu à Johannesburg du 21 au 22 octobre 2014. L'objectif global de cette stratégie est de réduire de manière significative le niveau du braconnage et d'échanges illégaux de faune et de flore et d'augmenter la capacité et la mise en application de la loi dans la région de la SADC. En effet, cette stratégie a fait ses preuves. Grâce à elle, de nombreux pays de la sous-région comme la Zambie a pu maintenir un taux de braconnage très peu élevé. Beaucoup reste certes à faire, car le braconnage continue à ravager cette sous-région d'Afrique, mais il y a tout de même de l'espoir en ce qui concerne le braconnage dans cette sous-région. Un autre instrument, c'est les traités relatifs à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et instituant la Commission de forêt d'Afrique centrale, COMIFAC. Signé par les chefs d'État et de gouvernement des 10 pays d'Afrique centrale au cours du 10e sommet de cette réunion, le 5 février 2005 à Brazzaville. Ces traités s'inspirent notamment de la déclaration de Rio, de l'agenda 21 et de la CDB. Malheureusement, ces traités traitent certes de la question du braconnage dans les zones forestières d'Afrique centrale, sans pour autant faire allusion au braconnage effectué dans les zones des conflits. Enfin, nous avons le plan de convergence 2015-2025 de la COMIFAC. Ce plan définit les stratégies d'intervention de pays d'Afrique centrale et des autres parties prenantes en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers de la sous-région et facilite la mise en œuvre du traité de la COMIFAC. Ce plan considère certes le braconnage dans le contexte de conflits, et plutôt ce plan considère le braconnage, mais malheureusement pas dans le contexte des conflits armés. Enfin, nous examinons enfin la législation congolaise en lien avec la lutte contre le braconnage dans les zones des conflits. Ce qu'il faut savoir, c'est que la République démocratique du Congo a un certain nombre de textes en rapport avec la protection de l'environnement en général et plus particulièrement de la faune sauvage. Il en est ainsi de la loi relative à la conservation de la nature de 2014. En effet, cette loi qui protège la nature en général et la faune en particulier comporte en son article 44 un contenu pouvant protéger la faune en général, la nature en général et la faune sauvage en particulier contre le braconnage dans les zones des conflits. En effet, cette disposition stipule que toute aire protégée jouit en période de paix comme en période de conflit armé du statut de neutralité nécessaire et d'une protection particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à compromettre le principe de base de sa conservation. En effet, il résulte de cet article que les aires protégées jouissent en période de conflit d'un statut de neutralité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être un lieu où pourraient se dérouler des combats.
Ensuite, les aires protégées, juste d'une protection particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à compromettre le principe de base de sa conservation. Par ailleurs, cette loi met en évidence les modalités de protection de la faune par le gouvernement lors de conflits armés, ce qui la rend non effective, malheureusement. Depuis son adoption, ce que nous avons constaté, c'est que depuis son adoption et sa promulgation en 2014, l'article 44 n'a jamais été mis en œuvre malgré les conflits récurrents et les braconnages qui sévissent dans l'est du pays, mettant en péril sa biodiversité. Hormis la loi sur la conservation de la nature, il y a également la loi de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, cadre légal de référence, cadre légal de référence, cadre légal de référence en République démocratique du Congo. Cette loi protège l'environnement en général et apporte plusieurs innovations et introduit des principes fondamentaux et universels de droit de l'environnement et marque une étape décisive dans les dispositions environnementales en RDC. Cependant, cette loi ne comporte aucune disposition protégeant la faune sauvage dans les zones de conflit. Hormis cette loi, il y a également la loi sur portant réglementation de la chasse. Cette loi stipule que la chasse est permise sur toute l'étendue du territoire national et on détermine les conditions d'exercice. En effet, l'article 4 interdit l'exploitation de la faune sauvage et ne l'autorise que dans une certaine mesure sous certaines conditions, notamment la délivrance d'une autorisation des chasses par l'autorité compétente sur la forme d'un permis de chasse. Mais ce que nous avons constaté, c'est que cette loi ne comporte aucune disposition interdisant le braconnage par le belligérant dans les zones des conflits. Enfin, nous avons l'arrêté portant réglementation de la CITE. Cet arrêté a pour objectif de fixer les règles, les conditions des détentions, des commerces et des transports en RDC, des produits, des spécimens, des espèces concernées par la CITE. Il ressort de cet arrêté que le commerce des animaux sauvages vivants protégés ne peuvent se faire sans l'agrément de l'organe de gestion de la CITE sous forme d'une licence d'exploitation moyennant acquittement d'une taxe. Cependant, comme la CITE, cet arrêté ne comporte aucune disposition et ne fait tout de même pas allusion à l'interdiction des actes de braconnage dans les zones des conflits. Après avoir analysé la protection du braconnage dans les zones des conflits en droit international humanitaire et en droit de l'environnement, nous avons proposé quelques pistes de solutions pour la prise en charge du braconnage dans les zones des conflits. Et à ce niveau, nous avons noté que divers moyens pouvaient nous permettre d'améliorer la prise en charge du braconnage dans les zones des conflits, notamment par le recours au droit international et le droit congolais de l'environnement. Sur les pistes de solutions qui concernent la prise en charge du braconnage dans les zones des conflits en droit international, nous notons à ce niveau que la possible prise en charge du braconnage dans les zones des conflits en droit international n'est possible qu'à des niveaux, sur le plan juridique et sur le plan institutionnel. Sur le plan juridique, nous notons qu'il faudrait faire application ou faire usage d'une application complémentaire des règles du droit de l'environnement avec celle du DIH. Ensuite, nous estimons qu'il faudrait clarifier l'étendue de certains termes qui prêtent en confusion en droit international, notamment les termes étendu, durable et grave. Et enfin, nous estimons qu'il faudrait envisager l'élaboration de nouvelles règles du droit international pour contrer efficacement le fléau du braconnage dans les zones des conflits.
Et sur le plan institutionnel, nous avons estimé qu'il serait judicieux de former et d'envoyer des casques verts afin de contrôler l'application de normes environnementales dans les zones des conflits. Ces casques verts pourraient intervenir pour assister écologiquement un État qui en ferait la demande, afin d'encadrer ces aires protégées en période de conflit à titre préventif ou curatif. Par exemple, les Nations Unies pourraient introduire les casques verts dans les opérations de maintien de la paix, ou encore d'autres organisations non gouvernementales internationales ou nationales dédiées à la protection de l'environnement et des droits de l'homme, comme le WWF, le Global Witness ou encore le Human Rights Watch, pour également promouvoir ces casques verts. Et en ce qui concerne l'amélioration de la prise en charge du braconnage en droit congolais, nous avions estimé que pour une meilleure prise en charge du braconnage dans les zones des conflits en droit congolais en général et en droit congolais d'environnement en particulier, nous souhaiterions l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Convention de Maputo, car rappelons-le, la RDC n'a malheureusement pas encore ratifié la Convention de Maputo, qui comporte en son sein une disposition qui protège l'environnement en général et la faune sauvage en particulier dans les zones des conflits, mais également nous souhaiterions que l'on puisse revoir ou adopter une réglementation en lien avec l'article 44 de la loi sur la conservation de la nature, afin d'optimiser cette loi, car malheureusement, l'article 44 de la loi sur la conservation de la nature n'est pas suffisamment exploité selon nous. Pour conclure cet exposé, notre recherche démontre, tout au long de notre recherche plutôt, nous avons démontré que le braconnage dans les zones de conflit en Afrique cause inévitablement la perte de la biodiversité sur le continent africain. Cette recherche met en évidence le besoin de développement du droit international, du droit africain et du droit congolais pour un meilleur encadrement du braconnage dans les zones des conflits en Afrique en général et en RDC en particulier. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. En raison de problèmes techniques, Blaise Pascal me demande de prendre le relais et d'agir comme modérateur pour la période de questions. Donc, un grand merci pour votre conférence. Je vous inviterai peut-être à mettre fin au partage d'écran pour qu'on retourne en galerie. Je pense que ça va être plus convivial pour la période de questions. D'accord, professeur. Excellent. Écoutez, du coup, je me permets de lancer la période de questions. Vous pouvez indiquer votre souhait de poser une question, soit en levant la main, soit en intervenant sur le chat. Donc, première question de la part d'Alain Parfait. Oui, merci beaucoup, cher Flac Gauthier, pour cette brillante intervention. De manière particulière, je n'ai pas vraiment de questions, juste un bref commentaire. Lorsque vous parliez de l'amélioration de la prise en charge du braconnage, je crois que la terminologie me semble un peu confuse parce que en cette matière, même des rangers que nous avions formés dans le cadre de mon travail professionnel, nous les envoyons dans une optique, dans une démarche d'aller lutter contre les braconnages et non d'aller prendre en charge le braconnage. Donc, j'aurais souhaité que évidemment, si cela t'intéresserait, tu améliores un peu cette terminologie-là. Enfin, je voudrais rappeler aussi que parmi les instruments sous-régionaux, il y a la déclaration de N'Djamena qui peut aussi bien élucider sa présentation, son exposé, que je trouve par ailleurs très pertinent. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pour le bénéfice des participants, j'ai remarqué que vous aviez partagé également le document PDF dans le chat, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est ça. Très bien, bien, merci du partage. Deuxième question de la part de M. Bakwa. À vous la parole.
Ah, bien ouvrir votre micro, cependant. Vous m'entendez? Oui. OK. Je m'en vais féliciter cette initiative à la veille même de la Journée internationale de la biodiversité, comme vous le savez, qui aura lieu le 22 mai. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un véritable souci dans le secteur de la biodiversité, la fragilité de la biodiversité, notamment dans plusieurs pays en conflit, dont la République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo, évidemment. Mais j'aimerais quand même relever un certain nombre de points cruciaux qui méritent véritablement notre attention par rapport à cette problématique du braconnage. Effectivement, lorsque nous parlons des habitats naturels, nous parlons des espèces fauniques et floristiques, effectivement, qui regorgent ou qui embellissent notre méga biodiversité. Je prends l'exemple, les cas de la République démocratique du Congo, par exemple. Nous ne pouvons pas nous passer de ceux-là qui sécurisent effectivement les banques naturelles. Je crois que l'imparfait venait de les souligner de manière rapide comme ça. Je vais parler des éco-gardes, c'est-à-dire des rangers, de ceux-là qui sécurisent toutes ces banques naturelles. Il est important de pouvoir aussi les souligner. Ce sont toutes ces personnes-là qui perdent leur vie effectivement par rapport à cette situation liée à la menace qui pèse sur la biodiversité. Déjà, vous le savez, au parc national de Virunga, qui est, vous le savez, la première aire protégée, la plus vieille aire protégée d'Afrique centrale, créée en 1925. En 2020, nous avions plus de 21 éco-gardes qui ont été tués au parc national de Virunga. Aujourd'hui, c'est près d'une trentaine d'éco-gardes qui ont été tués dans ces parcs. Donc, vous avez ça, c'est un véritable souci qui fait en sorte que cette menace, tous ces conflits armés qui fragilisent les habitats naturels, fragilisent aussi effectivement l'humain, c'est-à-dire celui-là qui travaille véritablement ou qui s'implique, si vous voulez, dans la sécurisation de toutes ces aires protégées, de toutes ces banques naturelles. Ça, c'est un événement, c'est un aspect très important qu'il faudrait véritablement souligner dans votre vision dans les cadres effectivement de la lutte contre le braconnage. Effectivement, je voudrais aussi souligner un point qui est crucial. Là, je l'ai même dit et redit, je l'ai redit même dans mon prochain livre, Viri sur Virunga, qui va sortir bientôt. Le parc national de Virunga est véritablement menacé. Parmi les parcs, parmi les aires protégées qui sont véritablement victimes de tous ces conflits armés, c'est vrai, vous avez parlé des Garamba, de la réserve, la réserve de faune à Okapi, RFO et Poulou, mais il y a véritablement le parc national de Virunga qui est très menacé. Et là, moi, j'en parle même dans mon prochain ouvrage pour dire que si nous ne faisons pas attention, ces parcs-là risquent de connaître beaucoup de soucis dans les jours à venir. Il y a quelques mois, j'avais donné une conférence ici au Québec, organisée par la mairie de Montréal. En fait, j'avais insisté sur cet aspect-là. Le parc national de Virunga est véritablement fragilisé. Il n'y a plus véritablement d'attention de la part de ceux qui dirigent le parc ou de ceux-là qui veulent s'impliquer dans la sécurisation des parcs. Aujourd'hui, si vous interpellez les jeunes gens qui sont dans cette partie-là, la plupart ne voudront pas, la plupart ne s'intéresseraient pas peut-être à ce travail-là d'éco-garde, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'éco-gardes qui ont été tués. Aujourd'hui, il faudrait faire des inventaires, il faudrait réfléchir véritablement sur les inventaires au niveau du parc national de Virunga. C'est vrai, il y a une négligence étatique. Moi, je fais beaucoup de voyages au niveau des travaux de recherche au niveau du parc national de Virunga. Mais il y a aussi c'est ce que j'appelle le manque d'attention de la communauté internationale. Vous savez, c'est important. Il faudrait que la communauté internationale regarde de près cette aire protégée qui est très, très menacée et qui pourrait véritablement connaître des soucis dans les années à venir.
dans la mesure où les conflits, vous le savez, persistent au niveau de cette partie de la République démocratique du Congo. L'orateur a parlé tout à l'heure de la nécessité, effectivement, de renforcer certains mécanismes. Effectivement, on a parlé de la CITES ou la Convention de Washington. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs conférences de la CITES, notamment l'une des grandes conférences qui a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y avait effectivement cette pression-là des organismes internationaux, des ONG, des ONG locales, des organismes internationaux. Et effectivement, cette pression-là n'a pas véritablement abouti parce que la convention, la CITES, n'a pas trouvé mieux de traiter ces questions-là. Sinon, ça doit être véritablement l'émanation des pays membres de la CITES, d'où la nécessité de renforcer des mécanismes au niveau local, au niveau national, dans le cadre des différentes législations. Je pense que ce sont des questions très importantes auxquelles nous devons véritablement faire attention. Mais il y a aussi un autre aspect, l'orateur a parlé de la RCA. J'ai eu l'occasion d'être... Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, c'est parce que là, je vois d'autres mains qui se lèvent, tout ça. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être juste... Oui, je vais conclure très rapidement. Je vais conclure très rapidement pour parler de la nécessité aussi de regarder de près le parc de Manovo-Goumba. Ça, c'est en Saint-Floris, en RCA. C'est un parc qui est aussi très menacé. Et lorsque nous faisons des études, des recherches de cette envergure, il faudrait effectivement prendre en compte tous les aspects. Donc, je félicite l'initiative, mais je me dis il faudrait renforcer des initiatives pareilles, il faudrait renforcer des discussions, des échanges pour véritablement déboucher sur des véritables pistes de solutions qui pourrait évidemment faire une sorte de pression aux différentes autorités de tous ces pays du bassin du Congo. Merci. Merci, M. Bakwa. Je prendrai peut-être une ou deux autres questions avant de donner la parole à notre conférencier. Moi-même, j'ai une question pour notre conférencier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? D'accord. Moi, j'aurais une question concernant, dans le fond, double question. Le premier volet concerne les développements à venir. Donc, je vous amène un peu sur le terrain du lege ferenda plus que du droit positif ou du lege lata, dans la mesure où le droit des conflits armés, que ce soit le droit de la haie ou le droit de Genève, a toujours été abordé dans une approche assez statocentrée, puis assez anthropocentrique aussi. Donc, est-ce que vous pensez que la meilleure façon d'aborder les enjeux environnementaux, c'est à partir des dispositions qui existent déjà ou vraiment il faut l'aborder dans une perspective de lege ferenda, puis on est probablement dû pour un autre protocole qui éventuellement s'ajouterait au protocole de Genève ou encore peut-être arriver dans une troisième génération de normes qui, contrairement au droit de la haie, au droit de Genève, viserait plus cette fois-ci à protéger les écosystèmes et les espèces vivantes. Donc ça, c'est ma première question sur la façon dont vous voyez l'évolution du droit des conflits armés, international ou non international, dans les prochaines années sur les questions environnementales. Et l'autre question que j'ai pour vous, elle concerne l'effectivité du droit interne des États concernés par le braconnage. Donc, c'est une chose d'assurer l'effectivité des normes internationales que vous avez évoquées dans votre présentation, mais quid des normes de droit interne, que ce soit en RDC ou dans les autres zones que vous avez évoquées, dans la mesure où les braconneurs, en principe, ne bénéficient pas d'immunité de juridiction. Donc, ce ne sont pas des agents d'un État étranger ou d'une organisation internationale. Donc, les braconneurs, soit partis ou non à un groupe armé non étatique, en principe, ces gens-là sont soumis à l'ordre juridique interne des États où les activités de braconnage se déroulent. Donc, pourquoi les États eux-mêmes n'ont pas cette capacité-là de justement exercer de manière plus effective leurs compétences en matière régalienne, en matière pénale ou en matière de protection de l'environnement? Donc, voilà mes deux questions.
Est-ce qu'il y a une autre question sur le chat ou dans la salle? Ça va pour l'instant, donc je me tourne vers vous. Il y a le professeur Nzo Vuluvuji qui voudrait prendre la parole. Ah, très bien. Donc, la parole est à vous. Je ne le voyais pas sur l'écran. Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Je félicite l'intervenant pour la qualité des informations qu'il nous a présentées sur les braconnages. Mais je constate que son analyse a porté juste sur les instruments juridiques et même les amendements. Il a plus abordé l'aspect juridique. Je crois que la question de tout à l'heure qui vient d'être posée sur l'effectivité, je crois que j'aborde ma question aussi dans ce sens. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que l'auteur, en fait le conférencier, aborde aussi la question dans le sens de la responsabilité des acteurs? Parce que l'effectivité du droit de l'environnement, en tout cas d'après mon expérience, souffre du fait de l'irresponsabilité des acteurs qui sont effectivement chargés de la mise en œuvre des règles juridiques. Parce qu'on peut beau changer les règles de droit, lorsque ces règles ne sont pas endossées par les acteurs pour la mise en œuvre, par exemple, pour les sanctions contre les personnes qui interviennent dans les atteintes à l'environnement, je crois que ça serait œuvre inutile. On restera dans les discours sans atterrir pour un droit vivant et applicable. Voilà. Donc, mon souci, c'est l'aspect, le rôle des acteurs que je n'ai pas vu abordé par l'intervenant. Merci. Et merci pour votre question. Monsieur Flagotier, je me tournerai vers vous. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour répondre aux différentes questions et commentaires qui ont été formulés? Oui, oui. Si on a Merci. le temps, on aura un deuxième tour de parole éventuellement. D'accord. Merci, professeur François Roch. Je remercie tous les intervenants pour leurs remarques et observations. J'ai noté deux questions de votre part. La question concernant sur l'évolution du droit international humanitaire, donc en quelque sorte, comment il faudrait améliorer le droit international en général. À cette question, je voudrais répondre en disant que il y a tout de même des initiatives qui sont prises, qui ont été prises dans ces sens, parce que c'est là quelques années, la CDI a entrepris de recherche et notamment, j'aimerais relever la loi sur les travaux de la CDI sur le zone d'importance environnementale protégée, qui est un travail remarquable de la CDI qui protège l'environnement en général dans les zones des conflits. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait tout de même enrichir un tout petit peu plus les différents instruments du DIH pour protéger, car rappelons, le DIH, c'est en principe le droit qui protège l'environnement en période de conflit. Alors, il faudrait l'enrichir par des textes concrets afin de le protéger. À cela, j'aimerais également ajouter une intervention du procureur de la Cour pénale internationale qui, lors de sa dernière sortie, a émis la volonté de la Cour pénale de pouvoir s'investir un tout petit peu plus dans la protection de l'environnement, dans la poursuite des États. Je reviens en ce qui concerne la responsabilité des États ou des individus dans la protection de l'environnement. Le procureur de la Cour pénale internationale a émis cette volonté de pouvoir
poursuivre les personnes qui commettent des crimes contre l'environnement sans pour autant tout de même modifier les différentes infractions ou les différents crimes déjà prévus par la Cour pénale internationale. Ça, c'est tout de même une avancée majeure. En ce qui concerne votre question sur l'effectivité du droit interne, je suis totalement d'accord avec vous. En effet, ça pose un sérieux problème d'effectivité, surtout en ce qui concerne le droit congolais de l'environnement. On a tout de même des textes qui prévoient, comme je l'avais dit, la protection de l'environnement, notamment la loi sur la conservation de la nature, qui en son article 44 prévoit la protection de l'environnement en général et de la faune sauvage en particulier dans les zones de conflit, mais ça pose tout de même un problème d'effectivité. On manque de personnes pouvant exploiter dans la profondeur ces lois et les mettre en œuvre de façon tout de même effective. Alors ça, c'est vraiment un sérieux problème. Il faudrait notamment, selon moi, songer à recourir à des formations pour endurcir ou pour enrichir les compétences des acteurs dans ce domaine, afin de protéger efficacement l'environnement en général et la faune sauvage en particulier, mais surtout dans les zones des conflits. Alors, je pense avoir répondu à votre préoccupation. Oui, merci beaucoup. C'est bon. Donc là, je me tourne à nouveau vers les participants et les participantes, soit sur le chat ou encore directement en ligne. Est-ce que vous avez d'autres questions pour notre conférencier? Oui, Blaise Pascal? Merci pour la parole, professeur François Roch. Je constate que l'orateur a certes répondu à certaines questions, mais il y a des questions qui ne sont pas répondues, surtout sur le rôle, n'est-ce pas, des acteurs dans la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, du droit interne congolais. Je veux revenir dessus. Je veux plus me focaliser sur la société civile. J'aimerais qu'il me dise comment il perçoit le rôle de la société civile dans la lutte contre le braconnage dans les zones de conflit armé. Ma deuxième question porte sur la biodiversité aquatique. Tu as un peu plus parlé de la biodiversité terrestre, tu as parlé plus des grands mammifères qui sont sur Terre, mais tu n'as pas vraiment évoqué, n'est-ce pas, la biodiversité aquatique. J'aimerais que tu puisses nous dire ton analyse ou soit ta perception, donne-nous ton avis sur le cadre juridique congolais, n'est-ce pas, sur la protection de la biodiversité aquatique. Si les lois que nous avons aujourd'hui en RDC nous permettent, n'est-ce pas, de lutter contre le braconnage de la biodiversité aquatique. Merci. Merci beaucoup, Blaise Pascal. Monsieur Bakwa, est-ce que c'est la même main que tantôt? C'est la même main levée ou c'est une nouvelle main levée? C'est une nouvelle main levée. D'accord, la parole est à vous. Oui, au fait, je ne voudrais pas répondre à la question de Blaise Pascal, mais du moins renforcer peut-être la question. Au fait, la pression de la société civile, parce que moi-même je suis issu de la société civile environnementale, c'est important. La pression de la société civile, elle doit être véritablement, on doit véritablement insister sur cet aspect des choses. Oui. Déjà en termes de formation dont a parlé le conférencier, je pense qu'il y a quand même des structures qui travaillent dans ce sens-là. J'ai vu le professeur Machini s'investir véritablement beaucoup plus dans ces questions-là. Il y a Jurisral qui organise des formations. Il y a beaucoup de structures qui font un excellent travail. Mais vous savez, les soucis diffèrent. Il y a aussi cette problématique de volonté politique au niveau des différentes autorités de la du pays, notamment de la RDC. Et ça, c'est un problème véritablement crucial. Je pense qu'il faudrait renforcer la pression, continuer avec... il faut poursuivre cette pression-là au niveau de la société civile pour que nous puissions véritablement
asseoir cette dynamique. Mais ça s'est fait, il y a un travail qui s'est fait, sauf qu'il y a un véritable problème, il y a une certaine lourdeur administrative aussi, il y a il y a des soucis au niveau local, sur le plan de la politique, ça, il faudrait le dire clairement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre conférencier? Il est 14h07. Je permettrai peut-être une ou deux autres questions. Monsieur Mbouyi. Christophe, la parole est à vous. Ah, vous devez ouvrir votre caméra et votre micro. Votre micro est ouvert, on vous écoute. Monsieur Mbouyi? Peut-être poser votre question sur le chat à ce moment-là, si on n'arrive pas à vous entendre. Moi, je me permettrais peut-être une dernière question pour notre... Excusez-moi, à mon tour d'avoir eu un petit souci technique. Je me permettrais peut-être une dernière question concernant l'agenda 2063. Vous avez évoqué les deux agendas, celui de l'ONU et celui de l'Union africaine. C'est vrai que les enjeux environnementaux ne sont pas omniprésents dans l'agenda 2063, même si la référence ou les références sont nombreuses au développement durable. C'est clairement le cadre théorique dans lequel l'agenda a été imaginé. Je me demandais, selon vous, est-ce que les enjeux que vous avez abordés aujourd'hui rentreraient peut-être dans les angles morts des agendas 2030 et 2063 surtout, et dans la mesure où l'agenda 2063 fonctionne par plans décennaux, puis que là, on entame le deuxième plan décennal, est-ce que vous pensez que des révisions de l'agenda 2063 sont nécessaires pour tenir compte de façon plus explicite d'enjeux comme ceux que vous avez abordés aujourd'hui? Voilà. Donc, je retourne vers M. Mbouyi. Est-ce que vous avez réussi à régler vos problèmes techniques au niveau du micro? Bon, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Donc, M. Flagotier, la parole est à vous, peut-être pour répondre aux dernières questions et commentaires qui ont été formulés. Puis ensuite, on aura l'occasion de clore l'activité d'aujourd'hui. À vous la parole. D'accord, merci, professeur François. J'aimerais m'épancher sur les différentes questions posées par le professeur Blaise Pascal, notamment la question en ce qui concerne le rôle des acteurs de la société civile. À ce niveau, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Patrick Bakwa en ce qui concerne le rôle de la société civile dans la protection de la faune sauvage de l'environnement en général. En effet, la société civile a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement. On les constate d'ailleurs ici en République démocratique du Congo, où la société civile est souvent très engagée en ce qui concerne la protection de l'environnement, notamment par l'organisation des ateliers de formation, de renforcement des capacités des agents de la police, des agents de la justice, du pouvoir judiciaire, mais également les agents de la douane en ce qui concerne la commercialisation de produits des espèces de la faune et de la flore. Donc, en quelque sorte, la société civile est en effet très engagée en ce qui concerne la protection de la faune et de l'environnement en général. Et la question en ce qui concerne la protection de la biodiversité aquatique, oui, je suis... j'aimerais répondre à cette question en disant que, en effet, nos textes sont suffisamment en mesure de pouvoir protéger la faune aquatique, mais comme je l'ai dit tout au long de
de ma présentation, il se pose tout de même un problème en ce qui concerne la protection de l'environnement, de la biodiversité aquatique en période de conflit et dans les zones des conflits en période des conflits armés. Mais il y a tout de même les textes qui sont en vigueur en RDC sont tout de même en mesure de protéger la biodiversité aquatique, à savoir entre autres la loi sur la conservation de la nature qui comporte des dispositions pouvant, entre guillemets, protéger la biodiversité aquatique, mais il y a également la loi portant principes fondamentaux en ce qui concerne la protection, principes fondamentaux de l'environnement, pardon, qui comporte également des dispositions pouvant protéger la biodiversité aquatique. Mais comme je l'ai dit, il se pose tout de même un problème en ce qui concerne la protection de l'environnement en général et de la faune aquatique en particulier dans les zones des conflits, surtout en ce qui concerne l'article 44 de la loi sur la conservation de la nature qui est peu exploité, allais-je dire. En ce qui concerne la question du professeur François Roch sur l'agenda 2063, oui, je suis d'accord. Je suis sûr que cet agenda pourrait, entre guillemets, pouvoir être en mesure de protéger la faune ou l'environnement en général si on prend des mesures nécessaires parce que la communauté internationale a tout de même pris conscience de l'importance de l'environnement en général, mais surtout de problèmes qui se déroulent en situation de période de conflit en ce qui concerne la protection de l'environnement en période de conflit. Alors, oui, il serait préférable et nécessaire que l'agenda 2060 s'adapte à cette situation, à cet état de fait. Merci beaucoup, cher conférencier. Écoutez, j'ai vu qu'il y a des mains qui se sont levées, là, mais compte tenu de l'heure, on va devoir malheureusement mettre fin à l'activité. Je vois que mon collègue Blaise Pascal a une connexion qui est active là, présentement, donc peut-être veut-il dire quelques mots pour conclure l'activité. Donc sur ce, écoutez, je remercie l'ensemble des participants. J'ai une question, s'il vous plaît. Une question, très courte sur la biodiversité marine, sous-marine, OK? Parce que je me pose la question, pourquoi est-ce que, si on voit par exemple ce qui se passe au niveau des États-Unis ici, sur la protection de la biodiversité en dessous des eaux et consorts, on constate seulement que c'est un problème qui est carrément négligé dans les pays en développement. Négligé complètement. Complètement. Ce qui fait que nous détruisons même ces animaux-là qui pouvaient respirer avec tout ce qu'ils avaient dans la nature, quoi. Donc, c'était ça ma préoccupation. Pourquoi? Parce que j'avais à l'époque, lorsque le président Obama était encore président aux États-Unis, ici à Washington, j'avais pu avoir un document qui donnait toutes les implications dans tout ce qui concerne le changement climatique. Et c'est là où j'ai découvert les problématiques de la sous-marine, c'est-à-dire la biodiversité sous-marine qui n'est pas vraiment une priorité dans nos pays africains. Donc, il est important que nous puissions réveiller un peu les autorités et également, même en termes de financement, il y a plus de financement climatique que de biodiversité. Voilà, c'est injuste. Bon, pas cette injustice, mais cette anomalie-là. Il faut qu'on règle ça quand même. Merci pour cette dernière intervention. Donc, dans l'ordre, je redonne la parole à M. Flagottier, puis ensuite, je donne la parole à Blaise Pascal pour la conclusion de la conférence midi. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci, merci, professeur François Roch. Merci à tous pour votre participation. À la prochaine occasion. Merci. Merci,
cher Flagotier, pour cette brillante présentation. Nous étions vraiment enrichis par les résultats de tes recherches sur le braconnage dans les zones de conflit en Afrique, en Afrique. Et je remercie également tous les participants. Vous étiez vraiment engagés et vous avez été patients, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu quand même quelques petits soucis au début, mais à la fin, nous avons eu une belle fin. Nous avons continué avec une belle présentation et une bonne partie des échanges de questions et réponses et suggestions. Alors, sur ce, je vous remercie et je vous demande d'être connectés, de suivre les événements de l'Observatoire à travers notre site et nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. Nous allons vous communiquer les prochaines conférences qui viendront, bien sûr, peut-être dans moins de 3 mois. Il y aura une autre activité, un autre cycle une autre conférence midi par rapport à toujours les questions portant sur les ODD, sur l'agenda 2030. Merci beaucoup et bonne soirée et bon matin et bon après-midi, cher François Roch à Montréal et bon matin, bonne soirée ici à Kinshasa à ceux qui sont connectés et voilà. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.